C'est un mensonge abject qui a dévoré 10 années de ma vie. Une décennie entière passée dans l'ombre d'un monstre. 10 ans! Est-ce que vous imaginez la monstruosité de cette trahison? Mon cœur est en lambeaux. Une plaie béante qui refuse de guérir. Une brûlure constante que rien ne peut apaiser. Chaque battement est une douleur lancinante. Un rappel insupportable de la supercherie. Il s'appelait, ou plutôt se prétendait, appeler Marc. Marc, l'homme que j'aimais, l'homme avec qui je partageais mon lit, mes rêves les plus fous, mes espoirs les plus intimes. Mon Marc. Mon pauvre, aveugle, ridicule Marc. Comment où ai-je pu être aussi stupide, si naïve, si crédule? N'avais-je donc rien vu, rien senti? Même une infime vibration dans l'air, un murmure de l'univers me prévenant de l'abîme? Les signes étaient-ils là, clignotant comme des phares dans la tempête la plus sombre? Et moi, aveuglé par un amour que je croyais sincère, je les ai délibérément ignorés, balayés d'un revers de main comme de simples caprices de l'esprit. Tout a basculé un mardi après-midi banal, un jour grisâtre comme tant d'autres, un de ces jours sans saveur qui précèdent souvent les cataclysmes. Une simple, insignifiante erreur a suffi à briser ma vie en 1000 morceaux, un puzzle macabre dont je n'arrive plus à reconstituer l'image, chaque pièce étant désormais souillée par le mensonge. Marc était parti, soi-disant pour un séminaire urgent et imprévu à Lyon. Une de ces escapades professionnelles qui ponctuaient notre quotidien sans jamais éveiller le moindre soupçon du moins. Pas un soupçon assez fort pour ébranler ma confiance aveugle. J'étais seule à la maison, traînant mes pieds fatigués sur le parquet froid, quand le téléphone a vibré sur la table basse. Pas le mien, le sien, celui qu'il ne quittait jamais, absolument jamais. Il l'avait oublié. Une bouffée d'angoisse m'a saisie, glaciale et inattendue. Pourquoi l'oublierait-il, lui qui était si méticuleux, si obnubilé par son précieux outil de communication, véritable prolongement de son être numérique? Une curiosité malsaine, un instinct primaire, une pulsion irrépressible m'a poussé à y jeter un œil. Je ne cherchais rien de particulier, juste une explication à son oubli. Ou peut-être, au fond de moi, un effrayant pressentiment avait-il déjà commencé à serpenter, à s'immiscer dans les replis de mon esprit, me préparant, sans que je le sache, à l'horreur à venir. Et là, ce fut le choc. Le choc absolu, le vide sidéral, le sol qui se dérobe sous mes pieds, m'entraînant dans un gouffre sans fin. Une notification. Une simple, innocente notification d'une application de messagerie. Un nom, chérie, et une photo. Une femme radieuse, souriante aux éclats, dans ses bras. Dans ses bras, pas les miens. Un enfant, un petit garçon aux cheveux blonds comme les blés, accroché à la jambe de Marc, affichant le même sourire éclatant, le même regard pétillant que celui que j'avais aimé d'un amour si pur, si aveugle. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cerveau a court-circuité, refusant d'enregistrer l'information. Chérie, l'enfant, le sourire. Non, ce n'était pas possible. C'était une blague de mauvais goût, une farce cruelle, un cauchemar dont j'allais me réveiller en hurlant, en sueur froide, avant de serrer Marc dans mes bras pour me rassurer. Mais la photo était trop nette, la joie trop authentique. C'était lui, c'était elle, c'était leur enfant. Notre enfant? Non, pas le nôtre. Leur enfant. L'enfant de sa seconde vie.
les doigts tremblants comme des feuilles agitées par la tempête, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, une cadence infernale. J'ai déverrouillé l'appareil. Pas de code, pas de protection, comme s'il n'avait rien à cacher. Quel culot, quelle audace ou quelle folie insondable. Des messages se sont déroulés sous mes yeux ébahis, des mots tendres, des promesses d'avenir gravées dans le marbre du mensonge, des projets de vacances détaillés, des bonnes nuits mon amour murmuré virtuellement, des « tu me manques déjà » qui sonnaient faux à mes oreilles torturées. Tout ce qu'il me disait à moi, avec la même intonation, le même regard soi-disant sincère, il le disait à cette femme, à cette autre femme. Qui était-elle? Comment osait-il? Qui était cet enfant, ce petit innocent pris au piège d'une toile de mensonges? Et surtout, depuis quand cette mascarade durait-elle? Les dates défilaient, implacables, remontant le temps comme une bande-son de l'horreur, année après année, saison après saison, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Mon Dieu, c'était un abysse. Une trahison calculée, méticuleusement orchestrée, sous mon nez, sous nos draps, dans l'intimité de notre foyer. Une véritable machination diabolique. 10 ans. 10 ans de ma vie volée, piétinée, réduits en poussière par les bottes de sa duplicité. 10 ans de dîners en tête-à-tête, soi-disant romantiques, de week-ends prétendument idylliques, de projets d'avenir qui n'étaient que chimères, de confidences intimes qui n'étaient que des monologues à un fantôme. 10 ans de mensonges éhontés et de sourires faux. Chaque « je t'aime » était un couteau planté dans mon dos, tourné avec une cruauté indicible. Chaque baiser était empoisonné, me laissant un goût amer sur les lèvres. Chaque nuit passée dans ses bras était une profanation de mon corps, de mon âme, de ma confiance. Comment a-t-il pu me regarder dans les yeux chaque matin, après avoir partagé la vie d'une autre femme, d'une autre famille, la veille au soir? Quel genre de monstre, de prédateur émotionnel, est capable d'une telle duplicité, d'une telle froideur, d'une telle absence d'empathie? Quelle est la nature de son âme pour dissimuler une telle machination avec un sourire si désarmant, si crédible? Est-ce que l'amour que je pensais partager avec lui n'était qu'une farce cruelle, une mascarade grotesque dont j'étais la seule et unique victime? J'ai fouillé. J'ai tout fouillé avec la rage du désespoir et la frénésie d'une bête blessée. Les photos, les messages, les applications, les courriels, les documents enfouis. Et chaque découverte était un coup de marteau sur mon crâne, une nouvelle fissure dans les murs de ma réalité. Des photos de Noël avec elle et l'enfant, des anniversaires passés ensemble, des sorties à la plage, des vacances au soleil, des moments qui auraient dû être les nôtres. Il était le mari parfait, le père amant, l'homme dévoué à cette autre vie. Pendant que moi, pauvre idiote, je me contentais de ces miettes de temps, de ces explications bancales sur ces déplacements professionnels urgents ou ces réunions tardives inévitables. Chaque fois que je me plaignais de son absence, de sa distance parfois inexplicable, il me couvrait de baisers passionnés, me murmurait des mots doux, me promettait l'éternité. Et je le croyais. Je le croyais corps et âme, sans poser de questions. Mais c'était l'éternité avec qui, bon sang? Avec elle? Avec eux? N'est-ce pas la plus abjecte des trahisons?
Les détails sordides ont commencé à s'amonceler. Une montagne d'ordures, une accumulation répugnante de preuves accablantes. Des relevés de comptes dans un dossier caché, aux noms évocateurs. Des virements réguliers, des montants faramineux, qui faisaient pâlir la situation de nos propres comptes. Pour qui? Pourquoi? Une autre maison somptueuse? Des études pour leurs enfants dans une école privée? Des vacances luxueuses pendant que nous serrions la ceinture? Les fondations de ma vie s'effondraient une à une, dans un bruit assourdissant, un fracas de verre brisé. L'homme que je pensais connaître depuis si longtemps, l'homme avec qui j'avais construit une vie entière de souvenirs, d'espoir et de projets, n'était qu'une illusion, un hologramme de la vérité, un acteur dans une pièce macabre dont j'étais le pion aveugle. Mon cœur hurlait une douleur muette, mes mains tremblaient de fureur et de désespoir, ma gorge était nouée, m'empêchant de respirer. Comment va-t-on se remettre d'une telle annihilation? Comment reconstruire quoi que ce soit sur des ruines aussi totales, aussi fumantes? Ce n'était plus une simple trahison, c'était un anéantissement pur et simple de mon identité, de mon passé, de mon futur. Et le pire, c'est que je ne savais pas encore la moitié de ce qu'il cachait. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Et vous, croyez-vous pouvoir imaginer la suite de cette horreur indicible, de ce labyrinthe de mensonges? Attendez de voir ce que j'ai découvert ensuite. Préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire, avais-je dit? Vous ne l'êtes vraiment pas. Car le véritable coup de poignard, celui qui m'a vidé de mon âme, est venu d'une autre révélation, tapis dans l'ombre, attendant le moment de m'achever. L'horreur a continué de se déverser sur moi, vague après vague, chaque nouvelle découverte plus dévastatrice que la précédente, comme un tsunami émotionnel. La femme, cette autre, avait un nom. Sophie. Un nom doux, innocent, qui me brûlait les lèvres à chaque fois que je le prononçais mentalement. Je l'ai trouvée, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ces vitrines de vie faussement parfaites où chacun expose son bonheur fabriqué. Une succession d'images idylliques, d'instantanés volés à ma propre existence. Marc, Sophie et leur fils, Arthur, posant devant une maison qui n'était pas la nôtre, mais qui portait une ressemblance étrange, perverse, avec la maison de nos rêves, celle dont nous parlions sans cesse d'acquérir ensemble, pour nos vieux jours. C'était leur foyer, leur nid douillet, leur refuge confortable, financé avec l'argent qu'il était censé investir pour notre avenir. Le sang m'a glacé dans les veines. Était-ce une vengeance préméditée, une perversion psychologique? Ou juste la marque d'un opportunisme sans âme, d'une froideur machiavélique? Les détails se sont entremêlés dans ma tête. Un véritable maelstrom de dégoût et de rage. Leurs vacances, documentées méticuleusement, jour après jour. Un voyage de 3 semaines en Thaïlande, l'année où il m'avait dit être en mission humanitaire secrète et sans communication, isolé du monde. Un week-end romantique à Venise, pile au moment où j'étais à l'hôpital pour une opération bénigne, lui prétendument coincé dans une réunion cruciale à l'autre bout du pays. Mes larmes coulaient, brûlantes, sur les photos de leur bonheur insolent, de leur amour volé, de leur vie parfaite. Pendant que j'étais seule, malade, à me morfondre, il se prélassait sur les gondoles vénitiennes avec elle, lui murmurant des mots doux. Est-ce que cela, l'amour dont il me parlait? Un tissu de mensonges aussi épais que l'Atlas? J'ai même découvert qu'il avait une fausse page Facebook,
une identité numérique parallèle, entièrement dédiée à sa vie avec Sophie, truffée de photos de famille où il riait à gorge déployée, d'un rire sincère. Avec moi, ces rires étaient devenus si rares ces dernières années. Était-ce parce que j'étais une femme de trop dans sa vie, un fardeau qu'il traînait avec dégoût? Le pire restait à venir. Le calendrier de son téléphone, ce fameux appareil qu'il avait oublié par une cruelle ironie du destin. Des rendez-vous, des vrais, pas des séminaires bidons. Des rendez-vous médicaux pour Sophie, pour Arthur, des inscriptions à l'école, des réunions de parents d'élèves. Il était un père et un mari modèle. Ailleurs. Et moi? J'étais la femme naïve, l'alibi parfait, la façade respectable qui lui permettait de mener cette double existence sans que personne ne se doute de rien, sans jamais lever le voile sur son abominable supercherie. Pendant 10 ans! 10 ans de rendez-vous manqués avec mes propres amis, parce qu'ils devaient travailler tard. 10 ans de dîner solitaire. 10 ans à attendre son retour, persuadés qu'ils se dévouaient corps et âme pour notre foyer. Mais ils se dévouaient pour seul leur foyer, leur bonheur, leur confort. La rage montait en moi, brûlante, dévorante, une lave en fusion prête à tout consumer. Comment une personne peut-elle être aussi diabolique, aussi dénuée de toute moralité, de toute conscience, pour un tel stratagème? Comment pouvait-il supporter le poids de tant de tromperies, de tant de vies brisées, sans jamais fléchir? J'ai ensuite trouvé un dossier dans son ordinateur, une série de documents bancaires cryptés, qu'il pensait sûrement inviolables, introuvables. J'ai eu un coup de génie, ou plutôt la rage m'a rendue plus intelligente, plus perspicace que jamais. J'ai essayé sa date d'anniversaire. Rate. La mienne. Rate. Et puis, la date de naissance d'Arthur. Bingo! Le dossier s'est ouvert devant mes yeux éberlués. Ce n'était pas un simple compte, c'était un empire financier parallèle. Une entreprise secrète, enregistrée à son nom et celui de Sophie. Une société de conseil, florissante, avec des parts énormes et des bénéfices à faire pâlir d'envie n'importe quel entrepreneur. Mais le plus abject, le plus révoltant, il avait utilisé nos économies, les économies de nos 10 ans de vie commune, les fruits de nos sacrifices, pour lancer cette entreprise. Nos 10 ans de sacrifices, d'espoir partagé, de projets ébauchés, tout avait été siphonné pour cette autre vie, pour leur ascension. Nos rêves de retraite anticipée, de voyage autour du monde, de villas au bord de la mer s'étaient envolés, transformés en leur réalité opulente, pendant que nous nous serrions la ceinture. Je sentais la folie me gagner, la nausée m'envahir. Mon propre argent, mon travail acharné, ma sueur avait financé sa trahison. Est-ce même légal, une telle infamie, une telle spoliation? Mon monde s'est écroulé. Ce n'était plus une histoire d'infidélité, c'était une escroquerie monumentale, une manipulation financière digne des plus grands criminels. Il m'avait volé, non seulement de mon amour, de ma confiance, de mon temps, mais aussi de mon argent, de mon avenir. La maison que nous partagions, notre nid, était-elle même vraiment la nôtre? Avait-il mis son nom dessus, avec l'argent qu'il nous avait volé? Des questions sans fin, des doutes paralysants me rongeaient l'esprit. Comment allais-je vivre avec la conscience que chaque euro que j'avais contribué était allé directement à son second foyer,
à l'éducation de l'enfant de son autre femme? N'était-ce pas une forme de prostitution émotionnelle et financière, où j'étais la dupée, la marionnette manipulée à sa guise? Chaque jour où il me disait « je t'aime », il pensait à elle. Chaque fois qu'il m'apportait des fleurs, c'était pour se racheter d'un mensonge encore plus gros qu'il venait de proférer à l'autre. La bassesse de son comportement est insondable, d'une immoralité abyssale. Je me souviens des fois où j'avais des doutes, des moments fugaces où quelque chose ne collait pas. Un parfum différent sur ses vêtements, une incohérence flagrante dans ses récits de voyage, des appels qu'il prenait toujours en cachette, les yeux fuyants. Et à chaque fois, il avait des réponses toutes faites, des excuses si crédibles que je me sentais coupable de les avoir même envisagées. « C'est juste un collègue qui a une relation compliquée. C'est une odeur de l'usine, chérie. Ne t'en fais pas. Le réseau est mauvais. Je ne voulais pas te réveiller. Et moi, idiote, je l'avais cru. Je l'avais défendu même face à mes amis qui commençaient à trouver son comportement étrange, qui tentaient de m'ouvrir les yeux. Marc est un homme intègre, je leur disais, les yeux brillants d'une fierté imméritée. Il m'aime, j'en suis sûre. Le rire de l'univers se moquait de ma naïveté, de ma cécité volontaire. Comment un homme pouvait-il maintenir une façade aussi élaborée, aussi parfaite, pendant une décennie entière, sans jamais craquer, sans jamais laisser transparaître le moindre remords, la moindre fissure dans son masque? C'est le travail d'un psychopathe, d'un sociopathe froid et calculateur, dénué de toute empathie pour la souffrance qu'il inflige. La profondeur de sa duplicité dépasse l'entendement humain, elle relève d'une pathologie effrayante. Mais attendez, vous ne savez pas encore le pire de ces manipulations, de ces abominations, le véritable scandale, la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'ignominie, est sur le point d'éclater. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Vous n'êtes pas prêt, avais-je dit? Vous ne l'êtes vraiment pas. Car le véritable coup de poignard, celui qui m'a vidé de mon âme, est venu d'une autre révélation, tapi dans l'ombre de son esprit tortueux. En cherchant plus loin dans les dossiers les plus obscurs et les plus perfides de son ordinateur, j'ai trouvé des documents datant de notre 5e année de relation. Des lettres manuscrites, écrites de sa propre main, adressées à Sophie, où il détaillait son plan. Son plan! Il m'avait utilisé, dès le début, comme un bouclier, une couverture sociale parfaite. J'étais la femme stable, la bonne épouse, qui apaiserait les soupçons de ses proches, tandis qu'il construisait sa vraie vie ailleurs, à l'abri des regards indiscrets. Il écrivait combien il était fatigué de notre routine, combien il se sentait piégé dans notre existence, mais qu'il devait attendre le bon moment pour tout quitter, le temps d'assurer leur avenir, celui de sa nouvelle famille. Mon sang s'est glacé dans mes veines, se transformant en glace. Il n'y a pas eu de double vie, il y a eu une vie, leur vie, et la mienne n'était qu'un rôle de figuration, une parodie, une farce cruelle et calculée depuis le premier jour. Le bon moment, 10 ans, c'était donc son bon moment pour me jeter aux oubliettes. Chaque mot de ces lettres était une flèche empoisonnée, transperçant ma chair, me laissant pantelante. Il se plaignait de mes caprices, de mes exigences, de ma nature trop passionnée qui l'étouffait, alors qu'en réalité, il me trompait effrontément, me volait, me mentait à chaque instant de notre existence commune.
J'étais le décor de sa pièce ignoble, le rideau derrière lequel il cachait son véritable bonheur, son épanouissement. La honte m'a submergée, une vague nauséeuse et suffocante, une envie irrépressible de vomir cette vérité amère qui m'étouffait. La femme que j'étais, que je croyais être, n'existait que dans l'ombre d'un imposteur, d'un monstre. J'avais été un outil, un simple, lamentable outil. Mon amour, ma confiance, ma fidélité, tout avait été délibérément exploité, foulé aux pieds. N'est-ce pas la définition même de la perversion, de la manipulation la plus abjecte? Quand il est rentré, ce soir-là de son prétendu séminaire, il a trouvé une autre femme. Pas celle qu'il avait laissée le matin, naïve et confiante. Mais une lionne blessée à mort, le cœur en miettes et la rage aux yeux. Son sourire habituel, son « bonjour mon amour », qui sonnait si faux à mes oreilles torturées, se sont figés sur ses lèvres en voyant l'écran de son téléphone, sur la table basse, affichant la photo de leur famille. Le choc. La peur. La culpabilité. J'ai vu toutes ces émotions défiler sur son visage en une fraction de seconde, avant qu'il ne tente de reprendre le contrôle, de reconstruire son masque. Qu'est-ce que c'est, chérie? Une blague? Sa voix, si faussement innocente, m'a donné envie de le frapper, de le lacérer, de lui arracher cette façade de mensonge. Une blague? Ai-je hurlé, ma voix brisée par l'émotion, par 10 ans de mensonges accumulés. 10 ans, Marc! 10 ans de ma vie réduits à une blague? Une blague pour toi, une tragédie pour moi. Qui est-ce, cette femme? Qui est cet enfant? Et comment oses-tu me regarder dans les yeux, après avoir passé une décennie entière à me voler, à me berner, à me détruire, à m'anéantir? Le masque est tombé. Il a tenté de nier, de minimiser, de dire que c'était une erreur, une passade regrettable, qu'il allait tout expliquer, tout réparer. Mais il n'y avait rien à expliquer. Les preuves étaient là, écrasantes, implacables, indéniables. Chaque photo, chaque message, chaque relevé bancaire parlait pour lui. Il s'est effondré. Pas de larmes de remords, non. Des larmes de défaite, de honte d'avoir été découvert, de rage de voir son château de cartes s'écrouler sous ses yeux. Une scène d'une violence émotionnelle inouïe, d'une bassesse absolue. Et le plus déroutant, le plus monstrueux, quand j'ai exigé de savoir pourquoi. Pourquoi cette mascarade interminable? Il a murmuré des mots sur la peur de la solitude, sur le désir d'avoir un enfant, que je ne pouvais pas avoir à cause de mes propres problèmes de santé, comme il le savait pertinemment et l'avait pourtant toujours accepté, sur la pression sociale. Mais surtout, il a avoué qu'il aimait les 2 vies. Les 2. Il aimait le confort de notre foyer, la stabilité que je lui offrais, la respectabilité sociale que j'incarnais. Et il aimait la passion, la nouveauté, la famille qu'il avait construite avec Sophie, le frisson de l'interdit. Il voulait tout. Il voulait tout avoir, sans jamais renoncer à rien, au prix de ma destruction la plus totale. Un égoïsme abyssal, une cruauté sans nom qui me fait frissonner encore aujourd'hui, me glace le sang. Avait-il jamais aimé autre chose que lui-même, son propre reflet narcissique? L'après-midi qui a suivi a été un tourbillon. Des cris, des larmes, des objets brisés, pas par moi, par lui, dans une rage impuissante et puérile. Je l'ai mis à la porte, sans une hésitation.
sans un regard en arrière dire. Mon corps tremblait de fureur et de douleur, mais mon esprit était d'une clarté effrayante, une certitude implacable. Je ne pouvais plus partager un seul instant, un seul souffle avec cet homme qui avait fait de ma vie un enfer secret. La maison, notre maison, est devenue un lieu hanté par ses mensonges, par ses fantômes. Les photos de notre passé commun, autrefois si chers, sont désormais des souvenirs empoisonnés, chaque image me rappelant ma cécité, ma naïveté. J'ai dû affronter la réalité brutale. 10 ans de ma vie avaient été volés. Mon temps, mon amour, mon énergie, mes rêves, mon argent. Tout avait été investi dans une fiction macabre qu'il avait écrite de sa propre main. Comment se relève-t-on d'une telle catastrophe personnelle, d'un tel naufrage de l'âme, d'une telle trahison des plus profondes? Les démarches légales ont commencé, longues, épuisantes, humiliantes, chaque étape étant un rappel douloureux de la supercherie. Les avocats, les preuves, les interrogatoires. Il a essayé de négocier, de me faire taire, de me proposer de l'argent pour que je ne ruine pas sa réputation, sa précieuse réputation. Son culot n'avait décidément aucune limite. Il me dégoûtait. Mais la justice humaine, même si elle ne pourra jamais réparer mon cœur brisé, doit faire son œuvre. Elle devra la faire. Je veux que le monde sache. Je veux que cette Sophie, l'autre femme, sache qui était vraiment l'homme qu'elle croyait épouser. Je veux que ses collègues, ses amis, notre famille, connaissent la vérité ignoble, la vérité crue. Car cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est le récit d'une trahison universelle, d'une soif de pouvoir et de plaisir sans aucune limite morale. C'est le témoignage d'une victime innocente face à un monstre de duplicité. Aujourd'hui, je reconstruis. Lentement, douloureusement. Chaque matin est un combat, chaque nuit une torture, hantée par des cauchemars où son visage moqueur me rappelle l'étendue de sa perfidie. Mais je me bats, je me dresserai. Pour moi, pour la femme que j'étais avant lui, pleine de lumière et d'espoir. Pour l'espoir fou de retrouver un jour la confiance en l'humanité, une confiance qu'il a annihilée. Le prix de sa double vie, c'est ma jeunesse envolée, ma joie fanée, ma capacité à croire en l'amour, en la sincérité des hommes. Il a détruit une décennie entière de mon existence, un gouffre béant dans le tissu de mon âme. Mais il ne détruira pas le reste de ma vie. Ma résilience est plus forte que sa noirceur. L'horreur que j'ai vécue est inimaginable. Une torture psychologique constante qui m'a consumée de l'intérieur. Un traumatisme profond et indélébile. Mais je sortirai de cette épreuve, plus forte, plus résiliente, même si les cicatrices resteront à jamais gravées. Ma vie est un champ de ruines fumantes. Mais sur ces ruines, je ferai pousser un jardin, un nouveau départ. Un jardin de vérité, de dignité retrouvée, de force inébranlable. Et la sienne, sa prétendue vie parfaite, est désormais exposée au grand jour, salie à jamais par l'ignominie de ses mensonges, par la fange de sa duplicité. Il paiera, il paillera pour chaque je t'aime empoisonné, pour chaque nuit de mensonges partagés, pour chaque rêve brisé et chaque larme versée. Croyez-le, la justice aura le dernier mot, même si le cœur, lui, restera marqué à jamais par les cicatrices indélébiles de cette incroyable trahison. Une histoire qui, je l'espère de tout mon être,
servira d'avertissement solennel à toutes celles qui pourraient un jour croiser le chemin d'un tel imposteur, d'un tel prédateur émotionnel. Ne faites jamais confiance aveuglément. Ne fermez jamais les yeux sur l'intuition qui crie au fond de vous, cette petite voix qui tente de vous sauver